Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo. Vous m'avez notifié des centaines de fois, je ne compte plus, sur cette vidéo de brut qui essaye d'expliquer ce qu'est l'élevage laitier en France aujourd'hui. Donc je vais reprendre leur vidéo, leur dire ce qui est vrai, ce qui est faux, et surtout vous expliquer la façon de faire de leur vidéo, le putaclic formidable qu'ils ont essayé de faire avec. Business is business, comme on dit. Là-dessus, ça m'arrive d'en faire aussi un petit peu, mais alors là, on est sur un niveau, on a un level très élevé. Donc le plus simple, c'est qu'on prenne point par point, on va dire, la vidéo de brut et qu'on regarde si c'est vrai, si c'est faux, ou si se sont un petit peu arrangés avec la vérité. Ça c'est Liqueur, une des 14 millions de vaches qui vivent actuellement en France. Elle est comme 46% des vaches, c'est une vache laitière. Et avec elle, on va essayer de comprendre à quoi ressemble la vie moyenne d'une vache en France. Liqueur est né en bâtiment, comme la plupart des 3,5 millions de veaux laitiers qui naissent chaque année en France. Sur ce point-là, c'est vrai, c'est relativement logique. Vu qu'on fait très attention à surveiller les vélages des animaux, c'est très important que tout se passe bien. Donc on a soit des caméras dans les bâtiments pour surveiller, soit on se lève la nuit pour surveiller. Et on aide s'il y a besoin d'aider un vélage. Donc c'est beaucoup plus simple et tout à fait logique de les faire naître en bâtiment, dans des cases de vélage. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dans une vidéo que j'avais déjà faite sur un vélage. Plutôt que d'aller soit la nuit ou soit toute la journée, traîner dans la pâture à attendre qu'elle vèle. Donc le bâtiment, logique, simple, confortable, c'est parfait. Durant les 24 premières heures de la vie du veau, le veau est séparé de sa mère, ce qui cause un stress important pour le veau comme pour sa mère. Effectivement, le veau est séparé tout de suite de sa mère, on le prend en charge pour déjà faire les premiers soins. Pour être sûr qu'ils boivent bien la bonne quantité de lait. On parle ici d'animaux d'élevage, attention, je précise bien, c'est des animaux d'élevage et non des animaux de compagnie. Donc ça n'a rien à voir en termes de relation homme-animal, puisque nous, il y a évidemment une notion économique derrière, c'est un métier. On veut en vivre, donc ne jamais comparer vos animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Ça, c'était la petite parenthèse. Pour le stress, certainement qu'il y a un petit stress au moment de la séparation. Après, on en prend évidemment soin le plus possible. Hein. Comme je vous le disais, il y a une notion économique derrière. Donc, meilleures sont les conditions de vie des animaux, meilleures sont les conditions de travail. Et derrière tout ça, le revenu logiquement. Donc le veau est pris en charge tout de suite à la naissance et la vache retourne avec ses congénères dans le troupeau. Je vous montre une vidéo, j'avais fait une vidéo de la séparation du veau et de la vache. Vous allez voir que le traumatisme, il n'est pas si évident que ça. Afin qu'ils ne tombent pas malades, les veaux sont isolés en cases individuelles. Cet isolement peut durer entre 3 et 8 semaines. La loi interdit que ça aille au-delà de 8 semaines. Ça cause un problème en termes de bien-être animal puisque le jeune veau a besoin d'interactions sociales précoces et du coup cette pratique va avoir un impact sur ses capacités de socialisation durant toute sa vie. Non, là clairement c'est faux. C'est faux. Les veaux donc sont en niche. Alors chez moi, comme une grande majorité des fermes laitières françaises, sont en niche les 15 premiers jours chez moi. Après ça peut dépendre, comme c'est dit dans la vidéo, hein. Ça peut aller un peu plus ou un peu moins. Donc là 15 jours en niche, le temps qu'elles boivent bien le premier lait, le colostrum de la vache, être sûr que voilà, tout se passe bien dans les 15 premiers jours, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'elles soient en forme, qu'elles prennent leur poids, qu'elles boivent leur lait. Et directement après, ça va en case collective, donc avec d'autres veaux. Nous, on est tous les jours avec, on les voit tous les jours évidemment pour leur donner leur lait, pour en prendre soin. Donc les relations entre veaux après et dans les vaches, dans le troupeau, se passent très bien. Vous avez évidemment une hiérarchie entre animaux, ça c'est réel, mais c'est comme partout pareil. Donc il peut y avoir par moments des petites tensions parce que certaines veulent s'imposer plus que d'autres, mais la sociabilisation dans le troupeau se passe globalement très bien. Alors il y a une alternative à cette pratique. Dans certains élevages, les veaux sont logés par paire ou par petits groupes dès la naissance. Certains autres élevages ont recours à des vaches dites nourrices. En fait, on fait adopter 2 à 3 veaux par vache qui produisent moins de lait, et donc ces vaches vont devenir des mères adoptives durant quelques semaines. Donc les cases collectives, c'est comme ça chez moi et c'est comme ça dans la majorité des élevages depuis très longtemps. Les vaches nourricières, c'est quand même plutôt rare, ça peut arriver, mais ça reste anecdotique quand même pour les veaux de race laitière. Parmi les veaux laitiers, la moitié sont des mâles. La plupart d'entre eux vont prendre la direction des élevages de veaux de boucherie, où là c'est 94% d'élevage intensif. Ils sont isolés en cases individuelles jusqu'à 8 semaines. C'est du caillebotis intégral. Ils n'ont pas accès à l'extérieur et ils reçoivent une alimentation principalement à base de lait, pauvre en fibres, donc ils sont carencés en fer, ce qui permet d'obtenir une viande plus blanche car plus appréciée des consommateurs. En général, ils sont abattus à l'âge de 6 mois en élevage conventionnel. Alors pour les veaux mâles, pas grand chose à dire, ils partent effectivement mois à 15 jours d'ici pour aller dans un autre élevage. C'est pas toujours sur caillebotis, hein. Il y a aussi de nombreux élevages sur paille. Et si la viande est plus blanche, comme c'est expliqué, c'est parce que c'est le choix du consommateur. Donc on répond nous à la demande du consommateur en lui faisant une viande de veau plutôt blanche. Quant aux femelles ou génisses, la plupart sont élevées dans l'élevage de naissance qui permet de renouveler le cheptel de vaches laitières. Tout à fait, là rien à dire. Soit les génisses, voilà, soit en bâtiment. Toujours en casse collective hein, à chaque fois, hein. Mais ça c'est pour tout le monde pareil. Soit en pâturage, ça dépend des âges. Là on est dans le bâtiment où il y a les génisses qui vont être inséminées, donc j'ai besoin de les voir et surtout de pouvoir leur faire une contention pour l'insémination.
donc c'est logique que celle-ci soit en bâtiment. Durant les premières semaines de vie d'une veau, dans la majorité des élevages, pour éviter que les futures vaches ne blessent l'éleveur ou même se blessent entre elles, on pratique ce qu'on appelle l'ébourgeonnage, c'est-à-dire qu'on va éliminer les tissus qui formeront la future corne du veau. La prise en charge de la douleur générée par cette intervention est de plus en plus pratiquée par les éleveurs, mais cependant il y a une hypersensibilité de la zone qui peut persister pendant plusieurs mois. Donc là aussi c'est vrai, on ébourgeonne les veaux, moi je le fais à 15 jours, on ébourgeonne les veaux, alors comme c'est expliqué, pour éviter qu'elles se blessent entre elles ou qu'elles nous blessent nous en voulant jouer. Donc là-dessus, rien de déconnant. J'avais fait une vidéo de l'ébourgeonnage, donc je vous la mets en lien, où j'ébourgeonne un veau tout simplement, et je vous explique comment ça fonctionne. Au-delà de l'âge de 2 mois, ça y est, la corne est là, et là c'est une autre pratique qu'il faut faire, c'est l'écornage, c'est couper la corne. Cette intervention est plus douloureuse et il y a des risques d'infection, mais c'est autorisé par la loi. Donc l'écornage, comme vous le voyez là sur sa vidéo, donc c'est évidemment pas un veau ni encore de moins de 6 mois. Hein. C'est évidemment une vache que vous voyez sur la vidéo, hein. Ce n'est pas un veau, hein, évidemment. Pratique qui se fait quand même de plus en plus rarement en élevage laitier, hein, même quasiment très peu, puisque on ébourgeonne à la naissance de toute façon. Donc ça reste anecdotique. Alors là, il y a une alternative. En France, certaines vaches sont porteuses du gène sans corne. Tout à fait, le gène sans corne se développe de plus en plus dans les élevages laitiers, ce qui est une très bonne chose. Ça évite l'ébourgeonnage tout simplement, et on en voit de plus en plus. Par ailleurs, il est possible d'élever des troupeaux de vaches avec leurs cornes intactes quand elles ont vraiment beaucoup d'espace et qu'elles n'ont pas de risque de se blesser entre elles. Non, là c'est faux. Là, même si moi, vous voyez, je vous ai montré la pâture, le bâtiment, je vous les montre dans mes vidéos. Régulièrement, elles ont beaucoup de place. Ça ne change absolument rien. Je les ébourgeonne par sécurité pour tout le monde à la naissance. Pour que l'icœur puisse produire du lait, elle doit avoir un veau. Alors à l'âge de 18-19 mois, après la puberté et quand elle a une taille suffisante pour que la gestation se passe bien, et le vélage aussi, elle est inséminée. Et après 9 mois de gestation, elle donne naissance à son premier veau. Alors tout à fait, pour l'insémination, ça se passe là, dans un couloir, ce qu'on appelle un couloir de contention. Tout simplement parce que pour pouvoir inséminer la vache, j'en avais fait une vidéo, je vous la mets en lien encore. Il faut pouvoir pratiquer l'insémination, donc faut pas qu'elle bouge. On insémine une vache seulement en chaleur quand elle est réceptive, hein. Je précise quand même, on sait jamais. Et pour la sécurité, on le fait dans le couloir, comme c'est montré, vous voyez sur la petite... je vous mets le capture d'écran. Quand le veau naît, on le fait naître derrière la barrière. Je sais pas s'il y a une intention de tromper les gens qui pourraient regarder la vidéo. Évidemment que le veau naît dans de la paille, pas dans un couloir de contention, comme c'est insinué dans la vidéo. Une vache laitière produit en moyenne 27 litres de lait par jour, et donc 24 000 litres de lait au cours de sa vie. La traite est réalisée par l'éleveur ou par un salarié, mais certains élevages ont des robots de traite où la vache se fait traire toute seule. Exactement, moi j'ai des robots de traite, voilà. C'est-à-dire que les vaches peuvent se faire traire quand elles en ont envie, c'est elles qui décident, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles rentrent dans le box, bon là il n'y en a pas dedans parce que c'est le nettoyage, je suis désolé. Mais j'ai fait une vidéo sur les robots de traite, donc je vous la mets également en lien. Vous pourrez voir que la vache rentre toute seule. Après elle circule, soit va dehors, soit va s'allonger dans les logettes, voilà ici. C'est la vache qui vit sa vie et qui décide comme elle a envie de le faire. Aujourd'hui, une vache laitière produit 4 fois plus de lait qu'en 1945, et c'est 4 fois plus de lait que le besoin d'un veau. C'est le résultat d'une longue sélection génétique et d'un régime alimentaire modifié. De la sélection génétique sur les bovins, évidemment, comme sur tous les animaux de compagnie, comme sur toutes les cultures qu'on mange, on fait de la sélection depuis des centaines et des centaines d'années. Rien de nouveau là-dessus. Les nouvelles techniques aujourd'hui nous permettent d'être plus performants, évidemment. Et pour la ration des animaux, ça reste des fourrages, hein. Une vache, ça mange, c'est un ruminant depuis toujours, ça mange des fourrages depuis toujours. Donc là-dessus, rien d'exceptionnel. Cette longue sélection génétique pour obtenir des vaches hyper productives en lait crée des problèmes de santé tels que des boiteries ou des mammites, donc c'est inflammation des mamelles. Pourtant, l'utilisation de races plus robustes peut se révéler tout aussi, voire plus avantageux d'un point de vue économique. Ça permet d'augmenter la longévité des animaux, ça permet de réduire les problèmes de santé, de fertilité et aussi les coûts de l'alimentation parce que ces races s'adaptent très bien à une conduite au pâturage, à une alimentation basée sur de l'herbe et du fourrage uniquement. Alors là, c'est la pire partie de la vidéo. Là où on nous prend, nous éleveurs, pour des gros cons. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on élève tous en France majoritairement de la race Primostein. Et comme on est tous des gros cons, on n'avait pas deviné qu'il y avait des races qui faisaient mieux. Du coup, comme on n'est pas très malin, on continue à fond avec la Primostein. Voilà, la noire et blanche qui est ici, là. Parce qu'on aime bien se faire mal. Et on s'est pas dit, merde, je pourrais faire mieux en gagnant plus d'argent. Et c'est là que Brut nous prend vraiment pour des billes, nous éleveurs, et vous qui regardez la vidéo, ils vous prennent vraiment pour des cons. Si moi j'ai cette race Primostein, c'est parce que c'est celle qui s'adapte le mieux à ma façon de travailler, à mes sols, et je gagne ma vie avec ça. Plutôt bien, je vais pas me plaindre. Il est donc hors de question que je change de race. Ça n'aurait absolument aucun intérêt. Je ne gagnerais pas mieux ma vie si je changeais de race demain. Donc là, clairement, Brut vous ment.
Donc les vaches sont des herbivores, mais pour augmenter la lactation, leur régime alimentaire est complété de céréales et de protéagineux comme le soja importé d'Amérique du Sud. Encore une grosse envie de faire peur sur ce coup-là, puisque le soja est de moins en moins utilisé en élevage laitier en France, notamment remplacé par le colza qui est ici. Ça fait des années et des années que j'utilise plus de soja, comme bon nombre d'éleveurs en France aujourd'hui. La France importe, je crois que c'est entre 1,5 ou 2% du soja qui est fait au Brésil, donc quasiment rien du tout. C'est en réduction, il faut qu'on le réduise au maximum, mais on a besoin de protéines en élevage laitier, ça c'est une réalité. Donc on aura toujours besoin du colza, éventuellement, mais de moins en moins vrai, du soja. Et il faut savoir que d'abord on extrait l'huile pour votre nourriture globalement, et ensuite le tourteau, ce qui restera de l'extraction de l'huile de la graine de colza, servira pour les vaches. Donc l'huile pour vous d'un côté, le tourteau de colza pour les vaches de l'autre. Au cours de sa vie, une vache mange en moyenne 29 tonnes d'herbe fraîche, 65 tonnes de fourrage et 9 tonnes de concentré. Les vaches laitières sont en bâtiment l'hiver avec parfois l'accès à une aire d'exercice. Il y a différentes conditions de vie en bâtiment. Le plus souvent, ce sont des bâtiments dits en stabulation libre où chaque vache peut se coucher sur une litière paillée. D'autres bâtiments sont dits en stabulation entravée ou à l'attache. Donc les vaches sont attachées tout l'hiver. Ce sont ces bâtiments, on les trouve surtout en zone de montagne. Alors oui, dehors ou en stabulation à air libre. Alors ce qu'on dit air libre, c'est soit air paillé comme on voit dans sa vidéo, soit logette comme chez moi. Mais ça reste libre, c'est-à-dire que la vache circule comme elle veut entre le bâtiment qui est derrière là-bas là, et la pâture. Évidemment que l'hiver, quand il pleut, quand il fait froid, on peut pas les mettre dehors. Donc l'hiver, c'est dans la stabulation libre, c'est beaucoup mieux pour elles. Elles vont avoir accès au pâturage à peu près du mois de mars au mois de novembre. En France, 92% des vaches ont un accès à l'extérieur. Et c'est même 80% des vaches qui ont un accès au pâturage. Alors là, c'est important parce que c'est un aspect de la vidéo. Là, on va vraiment s'attarder sur le montage de la vidéo où on met ce point-là où la très grande majorité des vaches laitières en France sortent en pâturage, évidemment, comme chez moi. Et ça, on le met vraiment à la fin de la vidéo, à plus de 5 minutes, quand les gens commencent à arrêter de regarder la vidéo, puisqu'on le sait très bien que les gens regardent rarement jusqu'au bout les vidéos. Et oui, c'est le malheur. Et du coup, l'information, on va dire positive du truc, on la met bien à la fin pour être sûr qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à la voir. Bah, parce que pour faire pleurer les gens, c'est quand même con de leur donner des bonnes nouvelles. Pour un ruminant, le pâturage, c'est vraiment très important. On a vu que les vaches, quand elles avaient le choix, elles ont une préférence pour le pâturage plutôt que le bâtiment. Et notamment la nuit, quand les conditions climatiques le permettent, bien sûr. Alors non, ça c'est pas vrai du tout. Y a des vaches qui préfèrent, vous voyez, il y en a qui sont sorties, il y en a qui préfèrent être dans le bâtiment. J'ai ouvert la barrière, elles peuvent sortir. Il y en a qui sortent pas parce qu'elles préfèrent être dans la paille. J'ai des brasseurs d'air, des gros ventilos dans le bâtiment pour les rafraîchir. Donc si la vache a le choix, honnêtement, il n'y a pas de préférence pour la pâture ou pour le bâtiment. Après 2 à 3 vélages, donc c'est des accouchements pour les vaches laitières sont réformées, c'est-à-dire conduites à l'abattoir et remplacées. Les réformes ne sont pas forcément justifiées par une baisse de production de lait. Souvent, elles s'expliquent par des problèmes de reproduction, baisse de fertilité, problèmes de retour en chaleur et aussi par des problèmes de santé, mammites à répétition, boiterie chronique, etc. Alors là c'est pareil, on essaie de faire peur, même si ces chiffres sont vrais pour les vaches qui partent à l'abattoir au bout de 5 ans en moyenne. Si elles partent à l'abattoir, c'est évidemment pour tous les problèmes qu'elle a pu énumérer, ça c'est une réalité. Par contre, on n'envoie pas une vache à l'abattoir malade. Évidemment que c'est interdit. On n'envoie pas une vache à l'abattoir qui viendrait d'avoir des médicaments, tout ça c'est contrôlé. Donc toujours dans ce souci évidemment de rentabilité, puisque c'est un métier, donc il faut qu'on gagne notre vie. Dans ce souci de rentabilité, on essaie de garder les vaches les plus performantes. Et comme vous mangez tous de la viande, et je vous en remercie, et comme les nouvelles générations vont de plus en plus dans les fast-food, eh bien cette viande là est très appréciée. Elles ont en moyenne 5 ans quand elles partent à l'abattoir, alors qu'une vache peut vivre jusqu'à 20 ans. Évidemment, on va pas garder une vache jusqu'à 20 ans, toujours pour la même raison économique que je vous expliquais tout à l'heure. Ça sert à rien de faire vieillir une vache, à la fin c'est pour la piquer, parce qu'elle arrive en fin de vie. Ça nous ferait des frais vétos énormes, et toujours dans ce souci de produire une des meilleures alimentations du monde, eh ben on jongle tout ça avec l'économique, l'environnemental, la qualité des produits qu'on essaye de faire. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on va envoyer une vache plutôt vers 5 ans à l'abattoir, et nullement parce qu'on se dit ouais c'est cool de le faire abattre à 5 plutôt qu'à 20, si vous voyez ce que je veux dire. En France, 35% de la production de viande bovine vient de vaches laitières arrivées en fin de carrière. Nous le savons, pour garantir de meilleures conditions d'élevage aux animaux et pour réduire l'impact de notre alimentation sur notre environnement, notamment sur le climat, il faut réduire notre surproduction et notre surconsommation de viande et de produits laitiers. Donc il faut repenser nos systèmes d'élevage, devenus hyper productivistes, spécialisés et dépendants. Et moi je terminerai aussi par dire que l'alimentation française est la plus durable du monde. Tous les ans, The Economist et le Barilla Center Food font un classement des alimentations les plus durables au monde. La France est première depuis 3 ou 4 ans déjà, grâce à la qualité, alors dans mon cas, moi, du lait et de la viande que je produis et que vous mangez,
La santé des habitants aussi, c'est très important. C'est grâce à ça aussi qu'on a une bonne alimentation. On gaspille peu ou pas trop notre alimentation en France comparé à d'autres pays. Et le dernier point, c'est l'agriculture. Donc ces 4 points-là réunis font que nous avons l'alimentation la plus durable du monde en France. Donc tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est de continuer à manger français. Et de bien regarder mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de poser des questions si vous en avez. Et surtout, faites bien attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Bon dimanche, à plus!